Bonjour, ce mois-ci, l'Europe est dans tous ses états un peu à cause de ce qui se passe à Westminster, le Parlement britannique situé à Londres. Être ou ne pas être dans l'Union européenne, telle est la question que David Cameron a décidé de poser à ses concitoyens. Et du coup, la partie la plus eurosceptique de ses députés conservateurs tente de le pousser à bout dans ses retranchements et veut une date très précise de référendum pour 2017. Alors projetons-nous dans un futur plausible, mais hypothétique, totalement fictionnel, j'insiste. Imaginons que les Britanniques ont finalement dit non par référendum et refermé la porte de l'Union européenne. Conséquence. Yes! Bye bye Europe! Euphorie dans le camp eurosceptique, une majorité de Britanniques vient de voter pour la sortie de l'Union européenne. Le Royaume-Uni est devenu le premier pays à actionner le mécanisme de l'article 50 du traité de Lisbonne, prévoyant la possibilité de retrait. 6 ans après l'annonce de David Cameron et après une campagne animée, Nigel Farage, le leader du parti populiste UKIP, vient de gagner le combat de sa vie. Il va y avoir beaucoup de joie et d'amusement et d'excitation, et beaucoup de jeunes, parce que ce que nous gagnons, c'est la liberté, la démocratie, la possibilité de nous gouverner par nous-mêmes, devenir maître de notre destin, et dire au revoir à la vieille bureaucratie communiste de Bruxelles qui a mené notre pays beaucoup trop longtemps. C'est presque un réveil national. Soudain, nous savons qui nous sommes. Nous n'avons plus cette ridicule bannière étoilée. Pourtant, beaucoup regrettent déjà la fin de l'aventure européenne. Parmi eux, de nombreux étudiants et jeunes diplômés. John est certain que cette décision radicale va vite se transformer en douche froide. C'est une tragédie pour l'identité nationale, avec la fuite de notre secteur financier vers Dublin et Francfort, la perte des grandes industries qui vont toutes se délocaliser vers le continent, et l'effondrement des sous-traitants de cette grande industrie manufacturière, particulièrement dans le secteur automobile. L'avenir est vraiment sombre. Dès mai 2013, Obama avait prévenu Cameron. La participation du pays à l'Union européenne constituait une expression de son influence et de son rôle dans le monde. Au siège de Bloomberg, Striker Maguire analyse cette perte d'influence sur la scène internationale. La puissance du Royaume-Uni découle en partie de son histoire et de son identité, mais elle est le fruit essentiellement de 2 relations particulières. Celle que le Royaume-Uni entretient avec les États-Unis, une relation qu'il a tendance à surestimer, mais aussi sa relation particulière avec le continent qu'il peine à reconnaître, voire dont il prétend qu'elle n'existe pas. Devant Westminster, les parlementaires britanniques enchaînent les interviews. Bill Cash triomphe. Ce conservateur a réussi à convaincre son parti longtemps divisé de mettre les voiles. Aujourd'hui, il se veut rassurant face au risque d'isolement. On fait des affaires avec le reste du monde. Nous sommes soumis à moins de régulations commerciales qui détruisaient les petites et moyennes entreprises. Nous sommes aussi beaucoup plus libres dans notre manière de gouverner. Chez les entrepreneurs souffle un vent de panique. Ils avaient alerté l'opinion publique, Sir Richard Branson en tête, l'influent patron de Virgin, en signant des tribunes dans les grands quotidiens. La Grande-Bretagne vient de perdre son ticket d'entrée au marché unique et à ses 500 millions de consommateurs. Le gouvernement va devoir renégocier avec ses ex-partenaires qui lui feront payer cher l'accès au marché. Dans son bureau face à la Tamise, Hélène Alexander est inquiète. Des études prouvent qu'à peu près 2 à 6% du revenu des ménages britanniques dépendent de l'Union européenne. C'est beaucoup. Et je pense qu'être juste à la porte du plus grand marché commercial, sans en faire partie, c'est de la folie pure. Folie confirmée par la très médiatique Diana Bott. Cette travailliste a défendu le maintien dans le club européen, dans un parti de centre-gauche divisé. Aujourd'hui, elle pointe du doigt les responsables. La raison pour laquelle les Britanniques ont accepté de quitter l'Union européenne, c'est que la plupart des groupes de presse sont anti-européens et ont distillé sans relâche une propagande anti-européenne pendant des décennies. Mon message aux Britanniques, vous allez bientôt le regretter. Nous allons bientôt voir notre économie dégringoler. C'est un désastre. D'ailleurs, les tabloïds l'assument. Ils font campagne depuis des années contre Bruxelles à coups de une provocatrice et mensongère, imputant la responsabilité de tous les maux à Bruxelles.
Dans son bureau du Daily Mail, Simon Heffer multiplie à présent les éditos insolents. Ça nous a toujours étonnés de voir ces pays européens qui ont été envahis par leurs voisins, qui ont été privés de liberté sous la coupe d'un autre pays, vouloir sacrifier leur part de souveraineté. Et on va regarder ce qu'il va se passer dans d'autres pays européens et combien de temps ils vont pouvoir supporter un tel régime. Loin de la City et des quartiers d'affaires, Chatham et ses vieux docks, pendant longtemps, les plus grands chantiers navals au monde. Dès 2001, l'Union européenne finance leur réhabilitation à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Sans les fonds européens, Richard Haworth craint pour la survie du secteur culturel dans son pays. Je pense que l'Union européenne a un rôle à jouer dans la culture, comme tous les gouvernements. La culture est l'un des premiers budgets dans lequel le gouvernement coupe en période d'austérité. 2018, la Grande-Bretagne est out. Scénario idéal ou cauchemardesque? Voilà pour notre séquence retour vers le futur, et pour la commenter, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Charles Tannock. Bonjour. Sur le Millennium Bridge. Vous êtes député européen des conservateurs et réformistes européens qui correspondent aux Tories élus de Londres. Monsieur Tannock, est-ce que vous avez le sentiment qu'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait une bonne chose pour votre pays? Non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je vais accepter la volonté du peuple britannique. Moi, je suis un démocrate. Alors, si en 2018, on n'est plus dans l'Union, moi, personnellement, comme politicien, je vais essayer de faire que ça travaille bien pour les intérêts nationaux et qu'on a une très bonne relation avec l'Union européenne. Mais pourquoi est-ce que David Cameron, le 23 mars, dans son discours, a annoncé qu'il voulait convoquer, après les élections de 2015, un référendum sur ce sujet, et il a ouvert en quelque sorte la boîte de Pandore? Parce que mon parti est très divisé. En 1975, il y a eu un référendum dans lequel Mme Thatcher était d'accord de rester dans le marché économique européen. Et ce n'était pas dans cette époque-là une union politique, c'était une union seulement économique. C'était écrit dans les traités de Rome qu'il y aura une union politique dans l'avenir, etc. Mais personne ne le savait pas. Maintenant, on a une espèce de confédération européenne. L'Union européenne a beaucoup plus de nouveaux pouvoirs, alors il faut renouveler le consentement, à mon avis. Quand David Cameron dit qu'il veut renégocier certains chapitres, sait-il seulement de quel chapitre il s'agit? Est-ce que les conservateurs sont d'accord là-dessus? Non, on n'a pas décidé ça, et moi-même, je ne sais pas exactement qu'est-ce que sont ses idées, mais je sais, par exemple, une des priorités sera la répatriation de la politique et des lois sur la question de l'emploi, et le chapitre social, la question par exemple de la directive du temps de travail. Est-ce que vous avez le sentiment que les Européens sont très intéressés par cette renégociation qui leur est proposée par David Cameron, ou est-ce qu'ils voient cela comme un chantage? Je crois que certains voient ça comme un chantage. Je suis sûr que, par exemple, le président de la France, Hollande, n'est pas du tout d'accord. Je sais que Mme Merkel, elle a invité mon Premier ministre être dans sa maison pour des vacances en famille. Elle veut parler avec David Cameron parce que les Allemands, ils veulent bien que le Royaume-Uni reste dans l'Union. Ils veulent avoir un partenaire avec l'Angleterre, de rester plein membre. Mais ça va être très difficile. Je suis sûr qu'il y aura une bataille. Il y a certains pays d'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, qui aussi, ils veulent répatrier certains pouvoirs. Alors, on va travailler pour faire des alliances. La très grande place financière de Londres, la City, s'inquiète, en tout cas en ce qui la concerne, d'une possible sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne avec un impact négatif. Et d'ailleurs, on va aller voir pourquoi. Parce que c'est très important d'avoir accès au marché unique financier. Et on y va tout de suite à parler avec les hommes des grandes finances. Alors, on se retrouve au cœur de la City, et il est vrai que Londres est véritablement le siège de l'autorité bancaire et des services financiers, y compris de la zone euro. C'est vrai, et c'est pour ça que si on va sortir de l'Union européenne, il faut qu'on reste avec accès au marché unique des services financiers. Alors c'est pour ça que beaucoup de monde ici au City ont peur de l'idée de sortir
de l'Union européenne. C'est un grand risque pour notre banque, notre service d'assurance et la bourse. D'ailleurs, on va le demander à un de vos amis entrepreneurs. Bonjour. We are a foreign exchange and international payment company, and we operate across Europe. If Britain were to leave the EU membership, then we'll probably have to seek out several licenses, different authorization from different regulators, and it would be absolutely devastating for us. We've also got a lot of European staff working for us here in London, and also quite a few of our British staff go out and work in our European offices. I wonder what will happen if the membership status changes. Would they require work permit? So there's a huge amount of uncertainty, which is the last thing we want in the current economic climate. David Cameron est parfois perçu comme un conservateur qui serait à la solde de la City et des banquiers. Si on résume, vous voulez bien tous les avantages, c'est-à-dire avoir le droit de codécision sur les régulations européennes en matière bancaire, mais vous ne voulez pas qu'elles s'appliquent à la Grande-Bretagne. Non, je ne dirais pas ça, pas du tout, parce qu'on paye une grande contribution. On paye 7 milliards d'euros chaque année pour avoir accès au marché unique. On est, après l'Allemagne, le second contributeur net de tous les 27 pays. Ce n'est pas gratuit pour nous. Et ici, le secteur financier est beaucoup plus grand qu'en France. Ici, c'est 11%, 10-11% de notre PIB national. En France, c'est beaucoup moins. Et en Allemagne, c'est beaucoup moins aussi. Aussi, on n'est pas dans l'eurozone ici. Ici, Londres, c'est beaucoup plus globalisé. On a des banques de plus de 100 pays qui font leurs affaires ici à Londres. Alors, il faut rester très au courant de qu'est-ce que sont nos intérêts nationaux. Vous-même, vous êtes un gourmet, Charles, mais est-ce qu'on mange très bien dans ce pays? Parce que ça n'est pas la réputation qu'on vous attribue. C'est pas vrai du tout maintenant. Maintenant, on mange très bien à Londres. Il y a une sélection, une variété internationale incroyable à Londres. Il y a de tous les repas, de toutes les cuisines du monde entier. Chinois, italiens, indonésiens, argentins. On mange très bien et on est fiers du fait que notre diète a changé complètement dans les derniers 20 ans. Oui, le bœuf bouilli à la menthe, les fish and chips, la jelly rose bonbon, ça n'est plus le quotidien des Britanniques. Non, maintenant, ils se mettent véritablement à la cuisine. Ils prennent d'ailleurs des cours de cuisine à la télévision. Leurs chefs britanniques détrônent les chefs français. Et ils ont inventé un nouveau concept, le gastropub, pub gastronomique, comme nous le montre ce reportage. De l'extérieur, c'est un pub de quartier comme tous les autres. Mais en cuisine, on a banni le fish and chips et les burgers. Au menu du jour, thon rouge ou œufs pochés, sans oublier la touche purement british revisitée. Ce sont des rillettes de maquereau. Ça va être mélangé avec de la crème fraîche, des radis noirs frais et du citron. On peut vraiment dire que la gastronomie britannique existe. Gastronomie britannique, deux mots que ce restaurant n'a pas hésité à réconcilier. C'est absolument merveilleux. C'est léger, c'est vraiment excellent. Le Harwood Arms est le premier pub à avoir reçu une étoile au Michelin. Un beau pied de nez aux nombreux clichés sur la cuisine anglaise. Nous avons cette réputation de faire de la nourriture fade et sans imagination, comme du roast beef ou des fish and chips. Mais récemment, une culture du bien manger est apparue, notamment grâce aux émissions culinaires à la télévision, qui existent dans le monde entier, mais particulièrement ici. Tout ça a aidé à ramener la bonne nourriture au cœur de nos consciences. Star incontesté de ces shows culinaires, Jamie Oliver a également lancé des cours de cuisine. Aujourd'hui, leçon de curry de crevettes avec un jeune cuisinier, mais ici, on aime surtout enseigner les plats traditionnels britanniques. On fait beaucoup de rôtis traditionnels, comme le pork belly ou le bœuf Wellington, un classique. On a des cours là-dessus. C'est très british, Jamie est très attaché à ses origines. Et comble du paradoxe, cette année, le vainqueur du très célèbre concours français des fromagers est anglais. Matt Ferrose est un passionné de fromage, c'est en France qu'il a fait ses classes. Ce qui est vraiment génial avec la cuisine française et les fromages, c'est toute leur histoire. La cuisine anglaise ressemble plus à un melting pot. On prend des idées de partout, on regarde vraiment autour du monde, on ramène plusieurs idées de cuisine et puis on essaye d'en tirer les meilleures saveurs. Un melting pot qui a le vent en poupe. Les Britanniques sont aujourd'hui en bonne place dans le classement des meilleurs chefs au monde.
Charles, vous nous avez amené à Moorfields Eye Hospital parce que pour vous, c'est un bon exemple d'un hôpital d'excellence en matière oculaire qui a un soutien européen. Ici, ils reçoivent des fonds pour la recherche européenne du programme de recherche de la Commission européenne. Ils ont des centres de collaboration en France, à Paris, à Tübingen en Allemagne, aussi au Portugal, à Coimbra. Ils font de la recherche dans des choses très rares, dans lesquelles il faut avoir l'économie d'échelle avec le nombre de patients, parce que ce sont des conditions très rares, les aveugles congénitaux, et il faut avoir toute l'Europe. On sort de cet hôpital d'excellence, Charles Stanock, mais on a parfois le sentiment sur le continent que votre National Health Service, votre système de santé, a connu un sous-investissement chronique depuis des années et est bien malade. Non, ce n'est pas vrai à mon avis, parce que le gouvernement britannique, un gouvernement de coalition, a dépensé plus dans les derniers 3 ans. On pourrait dépenser toujours plus, mais il y a des limites dans le climat d'austérité. Mais aussi, on a une très grande crainte qu'il y aura une arrivée très grande des immigrants qui viennent de la Roumanie et de la Bulgarie. Et on a dû changer les droits à la sécurité sociale parce qu'on craint qu'il y aura un mouvement très grand de personnes qui pourraient être dépendants de notre système de sécurité sociale. Alors la Commission européenne est fâchée avec le gouvernement britannique parce qu'on vient de changer les règlements dans ce domaine-là. Merci Charles Stanock. C'est à Piccadilly Circus que nous refermons cette première partie, mais je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la seconde partie, non plus dans la capitale, mais toujours en Grande-Bretagne. A tout de suite.